Bonjour à tous. D'abord, un grand merci Christophe et Nathalie de nous accueillir ici, de nous avoir invités. Les trois membres du Y-Comex sont super contents d'être là aujourd'hui. Donc moi, effectivement, je suis Laurence Gosse, je dirige 4 programmes de 5e année à l'ISCOM Paris, dont un programme qui s'appelle Marque Employeur, Marketing RH et Communication Interne. Alors c'est un programme qui est très jeune, puisqu'en fait les 3 jeunes filles qui sont ici font partie de la 2e promotion uniquement, mais ça nous a paru en fait intéressant à l'ISCOM de proposer ce programme spécialisé pour 2 raisons. La première, c'est que la marque et l'étude de la marque fait partie de l'ADN de l'ISCOM, et la deuxième raison, c'est qu'on a eu depuis 4-5 ans à peu près pas mal de demandes de la part des étudiants eux-mêmes pour justement s'investir dans ces sujets de communication RH, de marketing RH et de communication interne. Et finalement, on se rend compte depuis 4-5 ans qu'il y a une certaine frange d'étudiants qui ne sont pas forcément uniquement intéressés par la vente d'un produit, le marketing produit, mais qui s'intéressent de plus en plus à l'humain. Et moi je m'en réjouis parce que c'est vraiment quelque chose qui les motive. Et justement, on a bien sûr volontiers répondu à cet appel du 18 juin, et on a travaillé avec Ambre, Mathilde et Amélie sur finalement leur regard de millennials, à la fois de jeunes, mais aussi de communicants qui vont s'investir dans ces sujets de communication interne. Donc évidemment, Nathalie intervient sur ces stratégies de marque employeur. Les étudiants, alors plutôt jeunes professionnels parce qu'ils sont en alternance, donc ils sont 1 jour à l'école et 4 jours en entreprise, donc en général dans des grandes entreprises. Ou des agences de com RH, mais souvent des grandes entreprises. Donc ils ont des cours de stratégie de marque employeur, d'employé advocacy. Ils s'interrogent aussi sur les nouveaux modèles de management, le flex office, le flat management, le happy management, etc. Donc tous les nouveaux modèles de travail, et puis également comment le digital transforme le rapport entre les collaborateurs et également les modes de communication interne. Donc ce qui nous a semblé intéressant de vous présenter, enfin c'est elles qui vont vous le présenter, c'est finalement leur double regard, ce regard de jeunes qui ont intégré déjà depuis pas mal de temps leur entreprise dans le cadre de leur alternance et aussi dans le cadre d'un stage, mais aussi finalement le regard qu'elles portent sur les stratégies de marque employeur qu'elles ont pu découvrir, approfondir pendant toute cette année avec les intervenants qu'elles ont eus pendant cette année. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup de les accueillir, et puis merci de votre attention. Donc merci, en effet on est très content d'être ici. C'est vraiment une belle opportunité de pouvoir s'exprimer en tant que millennial, c'est pas toujours l'occasion. Donc plus en détail, je suis Ambre Villa, donc je suis en alternance chez Suez en communication RH. Il y a Amélie qui est chez Orange en communication interne chez Orange OBS, et Mathilde qui est aussi en communication RH chez Lyon. Donc en fait notre réflexion on l'a fondée à travers nos expériences professionnelles, notre expérience personnelle, et aussi donc comme le disait Laurence Gosse, à travers les cours que nous avons eu cette année donc dans le master marque employeur à l'ISCOM. On a par exemple justement on allait visiter les locaux du Bon Coin pour analyser des environnements de travail innovants, collaboratifs. On a aussi vu tout ce qui était employé advocacy. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre, plein de choses. Et ça nous a vraiment aidé en tout cas à fournir notre réflexion aujourd'hui, et ça intervient un peu comme un bilan parce qu'on finit notre master dans 1 mois. Donc cette journée, c'est l'occasion de faire un bilan de ce qu'on pense et de ce qu'on a vécu. Je vais laisser la parole à vous. Donc voici le sommaire de ce qu'on va vous présenter. Donc on va commencer par un regard critique sur les stratégies marque employeur. Ensuite on passera sur la marque employeur unique au manager multiple. Et ensuite Ambre nous reviendra sur son parcours et plutôt l'exemple des Pays-Bas. Donc la stratégie marque employeur n'est pas toujours visible. On va commencer avec quelques chiffres. 85% des employeurs sondés travaillent déjà à la stratégie marque employeur selon une étude Stepstone.
Pour autant, plus de 54% des salariés ne connaissent pas la vision de leur entreprise et seulement 7% des recrutements se font actuellement sur les réseaux sociaux. On constate que communiquer sur la stratégie RH n'est pas une habitude ancrée dans le quotidien des entreprises, mais ce phénomène ne cesse de se développer. Le collaborateur, comme on l'a dit précédemment, est devenu roi au même titre que le client. Les raisons de déployer une marque employeur sont donc nombreuses et représentent un potentiel énorme pour les entreprises. Quelles sont les entreprises qui vont être plus enclines à mettre en œuvre une stratégie marque employeur? Ça va être plutôt des entreprises qui ont un cadre de travail qui représente un atout, comme le Bon Coin par exemple, ou le recrutement de profils pénuriques qui va être difficile pour l'entreprise, donc la marque employeur va intervenir dans ce milieu-là, ou encore les secteurs qui n'attirent pas, contrairement au secteur du luxe ou de l'aéronautique qui représente, comme le disait Nathalie précédemment, une passion et donc un secteur attractif. Les risques de la marque employeur vont être de véhiculer un mauvais message, d'accroître le gap entre la réalité de l'entreprise et l'image qu'on veut donner à l'entreprise. En effet, 50% des candidats refuseraient un emploi au sein d'une entreprise qui a une mauvaise marque employeur. On va s'intéresser maintenant un peu plus aux outils de la marque employeur. Il y a par exemple les sites carrières. Certaines entreprises aujourd'hui ont des sites carrières très attractifs, avec une charte graphique attrayante, et d'autres pas du tout. On va être sur quelque chose de non responsive ou quelque chose d'assez vieillissant, ce qui va créer un frein aux candidats, mais aussi des processus RH assez longs et complexes, et des outils RH qui vont être un peu plus complexes. Intéressons-nous à deux outils qu'on a voulu sélectionner, qui sont issus de notre recherche et de notre parcours, et qui peuvent améliorer la marque employeur. Par exemple, Welcome to the Jungle. C'est une plateforme qui se veut être le guide de l'emploi. Et cette plateforme nous permet en fait à l'entreprise de créer un profil où elle va promouvoir l'ensemble de ses de sa vie à l'interne, mais aussi ses offres d'emploi et tous les avantages qu'elle va proposer à l'entreprise. Et ainsi, on va pouvoir rendre attrayante la marque et développer le vivier de candidats. On a aussi Kudos, qui est une application rachetée récemment par le Bon Coin, qui est la 5e application qui aujourd'hui a plus de 65 000 candidats et permet aussi de mettre en relation de manière innovante les futurs candidats, les collaborateurs actuels et l'entreprise. Je vais laisser la parole à Amélie. Donc moi je vais vous parler de la marque employeur unique qui devient finalement des managers multiples. Quand on arrive dans une entreprise, souvent, ça peut arriver que l'expérience d'onboarding soit un peu décevante. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, ça peut être par exemple qu'un manager soit très peu disponible pour nous accueillir, que l'équipe n'ait pas été prévenue, que par exemple, je sais que Anne, quand elle est arrivée chez Suez, elle n'a pas eu d'ordinateur, donc c'est quand même assez compliqué d'arriver de pas avoir d'ordinateur. Quand moi, personnellement, je suis arrivée chez OBS, j'étais très bien accueillie, mais j'ai mis plus d'1 mois et demi à recevoir ma carte d'accès. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses qui font que l'onboarding et l'accueil en entreprise peut être très compliqué. En plus, on peut avoir aussi, quand on arrive, une image de l'entreprise, celle qui est reflétée ou l'image qu'on s'en fait nous-mêmes. Et dans ce cas-là, on peut être déçu par la réalité de l'accueil, avec une image qui peut être très fun, très festive vue de l'extérieur. Quand on a vu des photos, quand on a vu les locaux qui semblent très, très sympas. Et finalement, une fois qu'on arrive dans l'entreprise, on se rend compte que la marque employeur qui est diffusée est finalement très loin de la réalité qu'on y trouve. Donc après nos recherches, nos expériences, on en a déduit plusieurs choses. Les premières, c'est que les millénials, en tout cas, et je suis sûre plein d'autres personnes, prennent à cœur aujourd'hui de valoriser certaines choses.
notamment les responsabilités. On a envie, quand on arrive dans une entreprise, qu'on soit là depuis 1 mois, 6 mois, 1 an, que le travail qu'on nous donne ait du sens et que les responsabilités qu'on nous donne soient de vraies responsabilités. On n'a pas forcément envie d'avoir le petit travail, le travail que les autres qui sont là depuis un peu plus longtemps ne veulent pas faire. On veut vraiment qu'on nous fasse confiance. Et pour ça, la confiance est un moteur pour les jeunes en tout cas. On a envie que nos managers nous fassent confiance. Moi, je sais par exemple que je suis dans une équipe où mon manager est en Belgique. Donc c'est une vraie aubaine, honnêtement. Je l'adore, mais c'est vrai que de savoir qu'il n'est pas là, au final, ça m'a permis de vraiment travailler sur mon autonomie, de travailler sur ma propre confiance en moi, de pouvoir réaliser mes projets et d'avancer. Il est bien sûr toujours derrière moi pour me guider, mais d'avancer beaucoup plus vite finalement. On a besoin de communiquer avec nos managers, avec nos équipes. On a besoin qu'ils soient disponibles. Donc c'est vrai que parfois c'est un peu compliqué. Ils ont des semaines très chargées, ils ont beaucoup de travail. Mais encore une fois, dans mon équipe par exemple, on travaille beaucoup avec la méthode agile. Et ma manager, qui a quand même une dizaine de personnes sous elle, finalement prend le temps chaque semaine de prendre rendez-vous avec chacune de ces personnes pendant 1 heure pour avoir une vraie séance d'échange, de savoir comment on se sent, les projets, ce qu'on a pu faire, ce qu'on n'a pas pu faire et pourquoi surtout on n'a pas pu les faire. Est-ce que c'est personnel? Est-ce que c'est d'un point de vue plus professionnel avec les relations qu'on a dans l'équipe? Et enfin, la dernière chose, ou l'une des dernières choses que l'on aime valoriser, ce sont les formations. On arrive dans une entreprise, on a plein de choses à offrir, l'entreprise a plein de choses également à nous offrir, mais c'est vrai que de se faire former sur des sujets différents ou d'approfondir des sujets qu'on a déjà connus, c'est bénéfique évidemment pour nous-mêmes parce qu'on va pouvoir avancer, mais c'est évidemment bénéfique pour l'entreprise qui finalement va se servir de ces nouvelles compétences pour avoir plus de performance avec tous ses employés. Pour cela, ça passe, donc il faut s'aligner sur la marque employeur, donc pas juste la diffuser, mais vraiment de la mettre en pratique. Et ça passe par les niveaux managériels et le management au quotidien. Au-delà de la marque employeur, ces 2 points doivent vraiment devenir la preuve que le manager et les équipes se sentent investis dans le discours de la marque employeur. Ça ne doit pas juste être une image de façade, mais vraiment s'impliquer au quotidien dans le bon déroulé des projets. Et donc, le jeune recruté aura moins de chances d'être déçu de son expérience si ses équipes, et notamment son manager, se sera impliqué au quotidien dans la marque employeur. Après ça, on a vu quelques pistes de réflexion. Donc oui, aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure un petit peu. On a des baby-foot, on a des feel-good managers et des chief happiness officers, on a des super salles de détente parfois. Mais finalement, est-ce que ça suffit vraiment à instaurer une image et une marque employeur forte? Est-ce que ça suffit à faire en sorte que les salariés se sentent bien dans l'entreprise? On pense que non. Et on pense que la marque employeur, c'est l'affaire de tous. Ce qui peut être compliqué dans une marque employeur, c'est d'avoir un siège quelque part où la marque employeur forcément va être plus développée, mais qu'à côté de ça, on ait des managers qui ne se sentent pas très impliqués, ou alors des filiales, des agences un peu réparties en France ou ailleurs, qui, parce qu'elles ne sont pas sur place, finalement sont beaucoup moins impliquées. Donc à quel point les managers et les filiales doivent-elles être impliquées, c'est vraiment le point d'honneur pour que la marque employeur soit cohérente partout, et qu'il n'y ait pas de différence entre si je travaille à Paris, si je travaille à Nice ou si je travaille dans un autre pays. On se rend aussi compte que la marque employeur, elle est finalement de plus en plus confiée à des agences externes. Donc oui, ils ont une expertise considérable en termes de communication. Mais finalement, est-ce que c'est pas un peu compliqué de donner en permanence la marque employeur et la communication interne à des agences externes, parce qu'elles n'auront pas finalement le ressenti du quotidien de l'entreprise et il pourrait être donc compliqué pour eux de vraiment comprendre les enjeux de l'entreprise. Pour ça, on a par exemple pensé à faire des imagines, donc d'intégrer les chefs de projet, en tout cas par exemple, dans l'entreprise pendant un certain nombre d'heures ou de jours, pour que vraiment ils puissent sentir l'intérieur de l'entreprise, ressentir les besoins et les vrais enjeux dont elle fait preuve.
Et enfin, l'appropriation à tous les niveaux de l'entreprise, ça passe notamment par le recrutement et par l'administratif. Pour vous donner un exemple, quand je suis là, je suis en train de chercher ma remplaçante en alternance chez OBS. Et on a déposé une offre d'alternance au RH en mars, ou même fin février. Et on a eu en 3 mois aucune candidature. Donc on s'est dit, pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'était l'offre qui ne va pas ? Est-ce que la RH ne les a pas diffusées ? On ne savait vraiment pas pourquoi. Arrivé en fin mai, j'ai quand même contacté ma manager en lui disant bon, on fait comment ? Parce qu'on est déjà fin mai, les alternants commencent, ont même déjà trouvé leur alternance. Moi, l'année dernière, à cette période, j'avais déjà trouvé mon alternance. Donc, comment est-ce qu'on fait ? Ce que j'ai fait, c'est qu'au final, j'ai publié l'offre, donc je l'ai un peu remasterisée, je l'ai un peu mise en page pour qu'elle soit un peu plus attrayante, et je l'ai diffusée sur mes réseaux personnels, sur LinkedIn, sur des groupes Facebook de recherche d'alternance et de stage. Et finalement, en 4 jours, j'ai eu 37 candidatures. Donc on se dit vraiment que les processus de RH peuvent être un frein finalement à la découverte de talents, parce que voilà, comme on le disait tout à l'heure, les processus sont très très longs et ça crée vraiment une contrainte et un frein que les candidats ne veulent plus ou n'ont plus finalement le temps de gérer. En ce qui concerne l'administratif, on sait que les services RH ont une vraie expertise dans leur domaine, mais le problème c'est que finalement, en tant qu'RH, est-ce qu'ils sont vraiment aptes à découvrir la chose qui va faire que notre talent en technique ou dans un domaine totalement différent sera adapté. Et c'est pour ça que ça peut être un obstacle. Donc ce qu'on a pensé, c'est que finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas intégrer dans le processus de recrutement, mais beaucoup plus tôt, l'opérationnel, afin que justement on puisse trouver des talents adaptés un peu plus tôt et donc de rétrécir ces processus de recrutement un peu longs. Maintenant, je vais laisser la parole à Ambre. Alors, on a parlé de plein de choses dont on aspire plus tard. Et j'ai eu la chance de vivre ça en fait aux Pays-Bas avec l'ISCOM l'année dernière, donc je suis partie en Erasmus. Et c'est vrai que tout ce qui est qualité de vie au travail, prendre son temps, l'équilibre vie pro et vie personnelle, là-bas, elle est vraiment normale en fait. Et c'était vraiment inspirant de le vivre parce que je sais que je ressentais des besoins comme cela, c'est comme on a vu toutes les trois, mais je ne l'avais pas vécu concrètement. Et depuis que je suis revenue, je sais que j'aspire à trouver quelque chose de proche à ce pays et à leur comportement culturel au travail ou dans leur vie personnelle. Donc, voilà, une petite photo de moi aux Pays-Bas. Mais bon, après la France reste la France, c'est pas l'idée, c'est pas de devenir tous néerlandais. Mais c'était genre un triangle qui montre justement avec le modèle de Lewis les différences managériales énormément dans le comportement. Donc les Pays-Bas ils sont là et la France un peu plus haut. Donc on n'est pas non plus très éloigné, mais ça fait quand même une différence dans le travail, notamment sur tout ce qui est efficacité. Je pense que pour résumer les Pays-Bas, c'est vraiment l'efficacité et l'égalité, c'est vraiment ce qui m'a frappée avec tout ce qui est le côté pragmatique. Donc plus concrètement, je pense à 4 points qui m'ont vraiment intéressée, que je pense qu'on peut appliquer en France et qui résonnent avec ce qu'a dit Amélie avant. Donc, une petite vidéo pour illustrer aussi. D'abord, c'est la gestion personnelle du temps de travail. Donc, les Pays-Bas et le pays d'Europe, on travaille le moins. C'est 30 heures par semaine environ, d'après une étude que j'ai vue sur Stepstone, je crois. Et en fait, ils font vraiment 8h, 17h, et à 17h, il n'y a plus personne dans les bureaux. Et ils sont tous en after-work, à vélo, et on ne parle plus de travail, on met vraiment le travail de côté. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, je trouve. Et c'est vraiment propre, ça touche tout le monde, à tous les niveaux hiérarchiques de l'entreprise. À 17h, c'est vraiment, on met de côté le bureau, on reviendra demain, et on a été efficace, voilà, donc il n'y a pas de culpabilité à avoir, il n'y a pas de présentéisme. Et en fait, l'idée de ça, c'est d'être flexible. Donc il y a énormément de télétravail et de temps partiel aux Pays-Bas. Donc c'est un autre manière de fonctionner, mais cette idée de dégager du temps, en fait, ça permet pour le deuxième point de la qualité de vie au travail, de faire du développement personnel. Ils font beaucoup de développement personnel là-bas.
Il y a beaucoup de cours du soir, des salariés qui se forment en fait quotidiennement, qui font aussi du volontariat. Moi, je trouve que c'est quelque chose de génial de pouvoir faire du volontariat à côté de son activité personnelle ou même au sein de son entreprise. Et en fait, ça permet de faire voilà, de l'inclusion et de la diversité. Donc c'est aussi quelque chose de très important, je pense, aujourd'hui pour tout le monde, les RH et comme les communicants. Et il y a aussi donc, tout ce qui est, on redonne du temps en fait, on prend du temps et on redonne du temps à la communauté. Et ça aussi, c'est aussi grâce à la communication directe et informelle, donc qui sont, de prime abord, on pense qu'ils sont très impolis. Nous, en français, on est assez choqués. Mais en fait, c'est toujours cette idée d'être efficace, on va droit au but, on est vraiment honnête, c'est vraiment important de s'exprimer, de dire ce qu'on pense. Et en fait, ça, c'est aussi lié au rapport hiérarchique pragmatique. Donc en fait, aux Pays-Bas, la hiérarchie, c'est plus une fonction, c'est pas un statut, il n'y a pas du tout d'idée de statut. Et c'est vraiment l'organisation qui prime les compromis. Donc on essaye de faire laisser la parole à tout le monde. Et c'est grâce aussi grâce à une parole directe, une communication directe et informelle. Et chacun peut s'exprimer, il y a vraiment un côté égalitaire. Et le fait de faire des compromis, ça permet que la majorité accepte les consensus et ça permet vraiment de créer une intelligence collective et je trouve ça vraiment très intéressant à prendre en compte en fait. Et finalement cette idée, ça rejoint ce qu'on disait avec le management horizontal et c'est vraiment je pense le point de conclusion sur lequel on va s'appuyer, c'est le management en fait. On pense que c'est vraiment la clé pour la marque employeur. Et donc pour conclure, enfin Mathilde. En fait, pour conclure, on peut en déduire que pour nous, la marque employeur, c'est transverse. Ça va se faire avec les RH, la communication, mais aussi le marketing, pour qu'il y ait vraiment une marque employeur réelle et une marque employeur cohérente avec l'ensemble de l'entreprise. Et chaque manager doit jouer un rôle clé dans le volet de la marque employeur. Merci à tous.